Salut à vous les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup aujourd'hui pour une vidéo update lecture. J'ai moult livres à vous chroniquer, mais je vais pas faire tout dans cette vidéo-ci parce qu'en fait ils sont beaucoup trop nombreux. Bébé aparté au début de cette vidéo-ci, il n'y en a donc pas eu mercredi. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, sachez que vous serez au courant des péripéties dans le vlog qui sortira du coup dès demain et vous aurez l'aboutissement final, la conclusion de ce sujet dans le vlog de la semaine d'après. Bon, si c'était la petite chose qui essaye de déguster mon rouge à lèvres depuis tout à l'heure, en théorie j'ai tout ça à vous chroniquer. Donc comment vous dire que je vais pas faire tout dans cette vidéo? Comme d'habitude, je vais tabler plutôt sur 5 romans et les autres qui resteront, je vous les montrerai à la fin de la vidéo pour vous dire que je les chroniquerai notamment dans le prochain update lecture. Je vous propose donc de débuter cette vidéo-ci avec une lecture qui a été absolument géniale, mais je vais vous en reparler plus en détail tout de suite une fois que je vous aurai dit de quel livre il s'agit. C'est donc Sous un ciel d'or de Laura Wood à retrouver aux éditions Pocket Jeunesse. Le contexte de cette histoire est très important, on est en plein milieu des années 1929. On va du coup voir une petite histoire se dérouler au sein des Cornouailles avec notamment Lou. Lou est une demoiselle finalement comme vous et moi qui n'appartient pas à toute cette aristocratie, tous ces salons, toutes ces belles robes, etc. Et elle essaye d'évoluer simplement comme elle le peut, mais elle aime rêver avec la magnifique maison qu'il y a non loin de la sienne, avec ses fleurs, ses jardins, ses pommiers superbes, et malheureusement la maison est abandonnée depuis un petit moment. Donc elle se dit pourquoi pas aller jeter un petit coup d'œil finalement, et s'il y a une fenêtre ouverte, pourquoi pas rentrer dans la maison. Donc elle va essayer de s'imprégner de cet univers au fur et à mesure de ses escapades, sauf que le souci c'est qu'à un moment donné, eh bien, la maison ne sera plus abandonnée et les propriétaires vont donc revenir. L'histoire, il faut savoir qu'elle est très simple en soi, il n'y a pas des rebondissements incroyablissimes, ce n'est pas bourré d'action avec une intrigue palpitante, loin de là. Pour moi c'est plus un récit contemplatif, un roman d'ambiance finalement. Pourtant vous savez que c'est pas forcément le genre de roman que j'apprécie. Déjà je suis plutôt imaginaire, là on est vraiment sur du terre à terre par rapport à ce contexte-ci, et le fait est que il n'y a pas d'action comme je vous dis, pourtant je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir un petit peu de peps et de mordant dans une histoire pour que je puisse accrocher à celle-ci. Et finalement, je pense que si on en aurait mis, ça aurait été trop. Comme je vous ai dit, selon moi, c'est surtout un roman contemplatif et d'ambiance puisqu'on nous dépeint très bien l'époque de cette année, notamment 1929. Et le fait est qu'à cette époque-ci, il y avait des salons merveilleux, des soirées gargantuesques avec des buffets absolument sublimes. Spoiler alerte, quand vous lisez ce roman, de une, vous avez très faim et de deux, vous avez envie de boire un coup. Voilà, je préviens. Des robes absolument somptueuses, enfin tout est fait pour qu'on se croie à cette époque-ci, et pour moi ça a marché. Il y a eu cette petite touche de magie qui fait que finalement j'avais toujours hâte qu'il y ait une nouvelle soirée qui débute, juste pour pouvoir profiter un petit peu de ce que veut me donner l'autrice, de ses contextes et de ses décors absolument superbes qui du coup m'ont permis très facilement de m'immerger au cœur de cette histoire. Après l'intrigue elle est pas faux folle. Lou va donc être intégrée à ce milieu via notamment Robert qui est le protagoniste principal, et à côté de ça, finalement, ce petit rêve, cette petite idylle ne va durer que le temps des vacances d'été, et durant ce temps-ci, elle va découvrir ce milieu, découvrir des choses qu'elle ignorait sur elle, et surtout, finalement, les apparences c'est bien, ce qui est écrit dans les magazines c'est bien, mais souvent la réalité est tout autre. Les paillettes, on nous en met dans les yeux, mais on nous met pas ce qu'il y a en dessous, toutes ces couches de lustre et de brillance, voilà. Et j'ai trouvé qu'il était très impactant quelque part ce roman, de par ses différentes morales. J'ai adoré les personnages, vous en avez certains qui sont beaucoup plus torturés que d'autres, là je pense notamment à Alice qui est la sœur de Robert pour vous contextualiser un petit peu les personnages, et j'ai adoré cette demoiselle qui avait une souffrance évidente et on avait juste envie de l'aider finalement, et Lou va apprendre à découvrir tous les différents personnages de cette histoire, que ce soit Robert qui vient de reprendre le flambeau familial à la suite du décès de leur père, il a tout sur ses épaules, tout ce poids énorme que peut inspirer finalement son nom, la notoriété de celle-ci. Vous avez Caitlin
est l'épouse, en tout cas la promise de Robert. Caitlin, elle aussi, est dans les apparences et on comprendra pourquoi également. Il y a beaucoup de choses là-dessus et j'ai trouvé que c'était très impactant et très juste, sincèrement très juste. Après, comme je vous ai dit, l'histoire est pas folle. Alice a un petit secret, Robert aussi. On se demande s'il y a une romance ou pas dedans. Spoiler alerte, oui, il y a plusieurs romances même, voilà. C'est pas un vrai spoiler, vous en faites pas, c'était juste pour répondre moi-même à cette question. Le fait est que si vous cherchez vraiment une lecture où vous allez pas vous prendre le chou, vous avez juste envie de vous faire bercer par un récit avec des personnages charismatique, avec une ambiance qui est celle de l'époque Charleston, ce roman sera fait pour vous. Moi j'ai été embarquée, ça a été un petit coup de cœur, pas le gros coup de cœur comme j'ai pour certains bouquins, mais j'ai eu ce petit coup de cœur où j'ai eu les larmes aux yeux pour certaines scènes et que finalement je me suis vue à cette époque, je me suis vue dessiner les robes et j'avais moi-même des paillettes dans les yeux. On continue du coup avec un autre roman totalement dans un autre univers et dans un autre style. Il s'agit du coup de Vers de lierre de Louise Le Barse à retrouver aux éditions Noir d'Absinthe. Au cœur de cette histoire que je trouve bien trop courte à mon goût, on va donc suivre Olivier. Olivier est un écrivain, un auteur à succès de par ses différents romans thrillers. Le problème c'est qu'il a perdu sa muse, il a plus cette inspiration pour écrire. Il a perdu également sa grand-mère il y a quelques temps et finalement il se dit qu'il va faire un petit retour aux sources pour essayer de retrouver cette fameuse muse. Il retourne du coup à ce fameux village où il a grandi en compagnie de sa maman et de sa grand-mère et là-bas il va finalement s'inspirer de toute autre chose. Soit, comme je vous ai dit, il écrit des thrillers, mais là, il a envie de s'inspirer d'une légende que même lui a entendue quand il est petit garçon, la légende finalement du ver de lierre, cette espèce de mi-vampire créature finalement qui viendrait de temps en temps, mais on ne sait pas trop pourquoi, il y a un rapport avec des jeunes filles, etc. etc. Et il a envie finalement de s'imprégner de cette histoire qui est totalement surnaturelle pour écrire son prochain peut-être best-seller. Tout d'abord, la plume de Louise Le Barse est totalement enivrante et enchanteresse selon moi. On se sent bercé dans cette histoire, on a envie de savoir ce qu'il en est. On a des fois un petit peu cette ligne qui est très justement borderline, qui est assez floue, dans le sens où la réalité et la fiction se mélangent quelque peu. On est dans un récit avec un style d'écriture qui est gothique. Donc c'est quelque chose qui ne pourra peut-être pas plaire à tout le monde. Par contre, si vous êtes féru de légendes un petit peu urbaines, avec ce côté, pourquoi pas, créature, c'est très léger mais il faut y penser. Ce côté où on va raconter l'histoire d'une femme, une femme qui a vécu des malheurs et on va se rendre compte de qui elle est, on va se rendre compte de tous ces petits liens, de ce qu'elle a suivi, etc. etc. son bout de chemin. Ce sera peut-être, qui sait, la muse d'Olivier, mais il n'empêche que tout est intéressant dans ce roman, il était tellement prenant et c'est pour ça que je vous dis que je suis triste qu'il ait été si court dans la mesure où je pense que si on aurait rajouté d'autres contes, d'autres choses, etc. mais j'aurais été totalement prise dedans, sincèrement. Il y a des choses que j'ai pas du tout vu venir, il y a des choses où je me suis dit peut-être que, et à la révélation je me suis dit ah Kimi t'étais bonne sur ce coup là. Mais vraiment il a été terriblement enivrant. Il n'y a pas d'autre mot. Vous faites, je sais pas, comme s'il y avait une petite harpe à côté et que vous êtes totalement enchanté par la musique que vous écoutez, que ça vous berce et que votre imagination finalement se développe et vous êtes au cœur de celle-ci à penser à plein de choses, plein d'univers, etc. Et c'est limite ça ce roman. Bon, on pense pas à plein d'univers, on pense à celui-là qui nous est conté évidemment, mais le fait est que je trouve que ce roman a ce pouvoir-ci qui est tellement charmant. J'ai adoré. Sincèrement j'ai adoré. Je sais que Louise Le Barse a notamment publié, je crois que c'est Asphodèle, pareil aux éditions Noir d'Absinthe. Je n'ai pas lu Asphodèle, par contre je pense que c'est un livre sur lequel je vais vraiment m'intéresser à un moment donné, dans la mesure où j'ai été plus que charmée par la plume de l'autrice. Et ce n'est que mon premier roman de cette maison d'édition, j'en ai reçu un deuxième d'eux, mais si leurs romans sont tous aussi, qualitatifs que celui-ci, oh maman, je sens que je vais très bien m'entendre avec eux. Est-ce que ça vous dit de continuer encore sur une romance coup de cœur? Alors oui, on va dénoter un petit peu en termes de style de lecture, ça fait un long moment que j'ai pas lu de romance et que je vous en ai pas parlé, si on ne compte pas la romance historique, voilà. Mais alors celle-là, déjà quand on voit l'autrice,
ça annonce du lourd. Il s'agit du coup de Disgrace de Brittany C. Cherry à retrouver aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Dans cette histoire, on va suivre une demoiselle nommée Grace. Grace est mariée, mais son mariage est en train de capoter. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Du jour au lendemain, son mari la plaque et ils doivent vendre la maison. Elle est totalement désespérée par rapport à ça. C'était l'homme de sa vie, c'est l'homme avec lequel il essaie d'avoir des enfants. Elle le voyait père, elle le voyait tellement plus qu'elle est désemparée et finalement elle n'a pas d'autre choix que de retourner dans sa ville natale pour se rapprocher de sa meilleure amie, de sa sœur et pourquoi pas de ses parents pour essayer de se reconstruire. Sauf qu'en arrivant dans cette fameuse ville natale, boum, problème avec sa voiture qui est vieille comme le monde et le fait est qu'elle perd le contrôle de celle-ci, elle ne peut plus freiner. Et vous avez à ce moment-ci dans la rue le fameux Jackson qui marche et qui voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Jackson est mécanicien, il faut le savoir, et le fait est que du coup il va aller au secours de cette jeune fille. La rencontre entre Jackson et Grace, c'est très, comment dire, éclatant, c'est très... Je t'aime pas, non moi non plus je t'aime pas, t'es moche, ouais toi t'es moche, enfin c'est très méchant, c'est des pics, c'est sarcastique, c'est waouh, c'est impactant. Et du coup, au début on se dit, comment est-ce qu'on peut parler de romance quand on voit que des choses débutent comme celle-ci? On peut parler de romance, faites-moi confiance. Jackson, lui, est le genre de mec totalement abîmé et écorché par la vie. Il a perdu sa maman quand il était jeune, c'était un petit peu la femme, la prunelle de sa vie, sa maman. Son papa, lui, s'est laissé dépérir à la suite de cet accident. Et le fait est qu'il est devenu un alcoolique presque chronique, tout simplement. Et lui, il a été considéré comme un moins que rien puisqu'il est le fils de cet alcoolique, le fils de cet homme qui un jour a fait un acte qui est totalement absurde et totalement irrespectueux. Alors là-dessus moi je suis très deux poids deux mesures, hein. Je pense qu'on aura tous notre avis. C'est un accident donc au bout d'un moment, hein, faut lâcher un peu du lest. Mais le fait est que du coup Jackson est vu comme un paria et finalement plutôt que d'essayer de se battre pour avoir une estime auprès des autres personnes du village, et au bout d'un moment il dit basta quoi. Ils veulent que je sois le bad boy, ils veulent que je sois ce mec noir, ce mec vraiment méchant, et ben c'est comme ça que je vais être. Et c'est dans cet esprit-ci qu'on va donc suivre Jackson et Grace. On pense pas qu'il va y avoir une relation d'amour et ça ne débute absolument pas comme ça. Très clairement, je préfère vous prévenir qu'il y a quelques scènes de fesses. Et les scènes de fesses, ce ne sont pas forcément que des mots très catholiques qui sont employés dans celle-ci. On ne parle pas de faire l'amour, on parle d'autres choses, etc., etc. Moi, elles ne m'ont pas gênée. Elles ne m'ont pas gênée, elles ne m'ont pas sorti de ma lecture. Bien au contraire, je me suis rendu compte finalement que Grace était peut-être moins prude que ce que je pensais. Et je trouve que du coup, ça donne justement un intérêt au sens de ce personnage-ci dans lequel on va voir que elle va évoluer. Grace est un personnage qui va énormément évoluer puisqu'elle est en fait la femme d'eux. Elle n'est pas Grace, elle est la femme d'eux. Elle est la fille du prêtre. Elle est la fille de sa mère, mais elle n'est pas Grace. Elle n'est pas Grace en fait. Et le fait est que pour moi quand elle commence à se libérer sexuellement parlant, elle essaye de devenir Grace quelque part, elle essaye de se connaître et de se retrouver, et c'est pour ça que je trouve que ces scènes sont intéressantes. Après, au-delà de ça, elles sont assez descriptives. Donc si c'est quelque chose qui peut vous gêner, passez ces scènes de fesses. Au pire du cas, vous n'allez pas franchement être choqué dans votre lecture, ça va pas dénoter avec la suite, vous comprendrez toujours et il y aura toujours ce fameux fil conducteur. À côté de ça, Jackson a une histoire qui est terrible, il a un mal en lui, une noirceur, et finalement il y a cette petite lumière qu'il essaye de cacher et qui ne demande que remonter à la surface, il ne demande qu'à être aimé, etc. Et je trouve qu'il a été extrêmement touchant, Jackson, dans cette histoire. J'ai versé ma petite larme à un moment donné, alors pour quelque chose chez moi qui est normal, mais pas pour des humains, voilà. Je dirais ça, je dirais rien, et la scène finale, oui, j'ai versé mes larmes aussi. Pas parce que j'étais bouleversée, mais parce que je trouvais que les propos qui étaient dits étaient tellement beaux et tellement purs que ça m'a touchée. Voilà, c'est pour ça que j'ai versé ma petite larme. Après, Brittany C. Cherry, je sais qu'elle a ce pouvoir avec moi de me fracasser à chaque fois. Et du coup, j'ai su apprécier cette lecture. Ce qui est bien, c'est qu'il y a d'autres protagonistes que Jackson et Grace et qui sont assez récurrents et qui pour moi apportent un plus à l'histoire finalement. Donc je suis très contente qu'elle ait décidé de mettre autant de personnages secondaires qui puissent justement chacun
donner quelque chose au récit et à nos protagonistes principaux. C'était vraiment chouette. J'ai passé comme quasiment tout le temps un excellent moment avec Brittany et j'ai hâte d'en lire d'autres. Je sais que dans ma palle là j'ai encore London and Shay notamment et j'ai le tome 1, c'est The Silent Water, quelque chose comme ça. Je sais plus le nom de la saga, elle est l'autre côté pour le coup, mais j'ai déjà hâte d'en lire un autre et en fait je l'ai bouffé. Il y a une journée que j'ai pas pu lire parce que j'étais éclatée à cause de mon boulot et si je n'allais pas au travail quand je l'ai commencé, il m'aurait fait la nuit en fait. Des fois je me dis pourquoi est-ce que je ne lis pas plus de romances que ça, parce qu'en fait la romance a ce pouvoir sur moi et peut-être que jusqu'à présent j'ai su les sélectionner correctement, je ne sais pas ces romances, mais bon Dieu, il faut que j'en lise plus. Avant-dernier roman qui est d'ailleurs d'actualité à 100%, bon elle est à 2000%, voilà. Il s'agit du coup du tome 1 de Grisha, écrit par Leigh Bardugo et à retrouver aux éditions Milan. Au cœur de cet univers, on va notamment suivre Alina. Alina qui évolue dans un univers où il y a des Grishas. Les Grishas sont des êtres qui sont capables en réalité de contrôler certains éléments qui font qu'ils vont appartenir à différentes castes. Je rentrerai pas trop dans le sujet des Grishas parce que je trouve qu'il est très intéressant à rencontrer. Là-dessus, Leigh Bardugo a vraiment fourni un effort d'imagination qui est très intéressant, l'univers est bien construit, donc vraiment là-dessus je vous laisse le loisir de faire cette découverte. Au tout début du roman, elle est donc en compagnie de Mal et de plein d'autres personnes, puisqu'en fait ils vont à la guerre. Il faut savoir que dans cet univers vous avez ce qu'on appelle le Dark Shadow. Le Dark Shadow, c'est comme une zone d'ombre qui sépare différents pays, et le fait est que dans ce Dark Shadow il y a des créatures, et quand vous essayez de le traverser, finalement ces créatures veulent littéralement vous dévorer, je devrais dire finalement vous bouffer, vu comment ça se passe très sincèrement. Et on va donc suivre Alina et Mal, qui est un protagoniste masculin, aller à cette fameuse guerre. Ils vont essayer de traverser le Dark Shadow, ils appartiennent à cette armée en fait, ils ont chacun des rôles différents. Le problème c'est qu'à un moment quand ils vont se retrouver dans le Dark Shadow, Alina, il va se passer plein de choses et elle va vouloir protéger Mal au dernier instant de sa vie. Elle va tomber dans les pommes, mais ce qui va résulter, c'est qu'il y a une incroyable lumière qui a émané d'elle. Il y a donc le personnage du Darkless, ah j'arrive jamais à le dire celui-là, Darkling, qui a finalement une importance énorme et qui va se rendre compte de qui est Alina et de quel est son pouvoir. Alina en fait n'est pas une femme banale, elle est une Grisha, elle est l'une des seules Grishas qu'il y a eu depuis très longtemps en ce sens, et là c'est pas un spoil, on le sait assez rapidement dans l'histoire, c'est une invocatrice de lumière. Et une fois que ce petit bout de chemin est fait, on va du coup la voir évoluer, prendre connaissance de son pouvoir, essayer de se l'apprivoiser, et elle va du coup entrer un petit peu à la cour, dans les messes basses, etc. etc. Voilà un petit peu l'intrigue du tome 1 de Grisha. Mon avis sur ce premier roman est que j'ai passé un bon moment de lecture. Alina n'est pas facile pour moi à comprendre à un moment donné, tout comme Mal, c'est pas toujours évident. On a du mal à se projeter parce que Mal est ce genre de personne qui va vouloir mettre une certaine distance avec celle qu'il a l'air finalement de porter dans son cœur, et on comprend pas toujours pourquoi finalement réagir comme ça. Et Alina, même si selon certaines scènes elle va penser à ce personnage, finalement elle est quelque part assez égocentrique, Alina. Donc voilà, les personnages on apprécie ou on n'apprécie pas, j'ai réussi à m'y accoutumer, ça a pris un peu de temps mais une fois que ça a fait son bout de chemin, c'était très bien. Par contre, moi j'ai adoré l'univers, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'intrigue. Peut-être que certaines personnes trouveront que l'histoire est un chouïa longue quand elle essaye justement de découvrir ses pouvoirs et de réussir à les utiliser. Je peux comprendre que ça peut être un chouïa long pour certaines personnes, mais moi non. Moi non, j'adore tout ce côté apprentissage dans les histoires, un petit peu à la Poudlard quelque part, même si on en est très loin, hein, sérieusement. Mais c'est vraiment pour imager les propos que je suis en train de vous dire. Et le fait est que moi je me suis sentie bien dans cet univers, j'ai envie de voir où va mener le tome 2, j'ai été intriguée par la fin du 1. Bon, je vous avoue que vu les avis du tome 2... Est-ce que je suis emballée? Ouh, ça me fait peur, il me fait très peur. Je l'ai acheté pour le moment, de toute façon vous le verrez dans le book haul du mois d'avril qui sortira donc en mai. Mais j'ai craqué pour le tome 2 et j'aimerais bien le lire rapidement. Vous n'êtes pas sans savoir que sur Netflix vous avez la saga qui arrive, qui est déjà sortie, je crois qu'elle sort aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo aussi. Et
je n'ai lu que le tome 1 de Grisha, donc très clairement pour moi, je vais attendre avant de regarder cette fameuse série, mais c'est pas grave, c'est pas grave. N'empêche que je suis très contente de m'être forcée à lire ce livre parce que sur le moment, j'en avais pas plus envie que ça, mais je me suis dit que par rapport à la saga Netflix, je voulais lire le bouquin, et finalement j'ai très bien fait. Des fois il y a ce genre de lecture qui nous surprend et qu'on se dit qu'on allait peut-être pas passer un moment foufou, bon on y va sans trop vouloir y aller, et des fois les claques qu'on se prend peuvent être intéressantes, et celle-ci l'était, donc j'ai un peu peur pour la suite, je vous avoue, mais j'ai tellement adoré finalement l'univers, j'ai adoré le système un petit peu de caste, de couleurs, etc. Il y a beaucoup de choses pour moi qui ont été très positives dans ce roman, et j'espère qu'elles le seront aussi dans le tome 2. Allez, je vais vous parler d'un petit dernier. Il n'est absolument pas petit, spoiler alerte. J'ai donc lu le tome 2 de Sœur de sang de Nikki Popretto, à retrouver aux éditions Lumen. Et quand je vous dis qu'il n'est pas petit, je ne raconte pas de crack, hein. Je vais surtout essayer de vous résumer, ou tout du moins de vous faire une entrée dans la matière avec l'univers du tome 1, puisque comme ici on est sur un tome 2, je ne veux pas vous le spoiler si jamais vous souhaitez découvrir cet univers. Mais pour faire très simple, on va notamment suivre deux sœurs, Val et Véronica, et deux sœurs qui sont enfuies depuis la mort de leur pseudo-grand-mère qui les a recueillies. Et dans cet univers-ci, il y a quelques temps de ça, il y a eu une guerre entre deux sœurs justement, et vous avez les personnes avec les phénix et d'autres personnes dites lambda. Les personnes qui chevauchaient les phénix ont disparu, ont perdu la guerre, et finalement les phénix ont disparu de la surface de la Terre. Voilà. Nous, nos deux sœurs, elles veulent simplement finalement essayer de faire leur vie, bien qu'il y ait des rumeurs qui disent que des fois on retrouve des œufs de phénix cachés, il faut bien les chercher, et il y a tout un rituel pour faire éclore un œuf de phénix, c'est pas facile, mais finalement les deux sœurs vont mettre la main dessus et un petit phénix va donc réapparaître. Voilà ce qui va se passer pour ces deux sœurs-ci. C'est assez compliqué parce qu'en fait il y a une sœur qu'on va suivre beaucoup, avec laquelle on va s'attacher, qui va y avoir un certain lien avec ce phénix, et on va suivre une autre sœur un petit peu particulière qui va avoir finalement tout son sens à la fin du tome 1, et dans le tome 2 on est pile dedans, donc finalement accrochez-vous avec celle-ci, vous comprendrez bientôt les tenants et les aboutissants de l'histoire. Sauf que on ne suit pas que ces deux demoiselles, on suit aussi le personnage de Sève qui est enrôlé dans l'armée des méchants qui ont gagné la première guerre, mais en fait les personnes qui l'ont perdu n'ont pas toutes été tuées, même si les phénix l'ont été. Et quand on a perdu cette guerre, on peut pas faire grand chose dans la vie, mais on peut, si on veut entre guillemets, rattraper ses fautes et être enrôlé dans l'armée. Chose que Sève va faire, et il va aussi avoir son importance au cœur de cette intrigue. Et on va également suivre Tristan. Tristan appartient à un certain groupe de rebelles qui sont en possession d'une certaine créature légendaire, et on va donc suivre son histoire au cœur de ce camp de rebelles. Voilà un petit peu pour le pitch. Sachez que l'univers est très dense, mais en même temps il est très bien construit, donc on ne s'y perd pas. Les personnages pour moi sont très intrigants. Le petit bémol qu'il y avait dans le tome 1, mais qui ne m'a pas gêné outre mesure, c'était la longueur et la lenteur du récit à certains moments. Spoiler alerte, dans le tome 2, cette lenteur elle m'a passé au-dessus, hein, je n'en pouvais plus. Il y a plus de 200 pages pour moi qui auraient pu être enlevées, les 200 pages du début qui ne mènent à rien. On nous propose de la romance, différentes romances dans le tome 2. Et on sait qu'elles vont arriver, en fait, on le sait, et finalement elles arrivent au bout de 400 ou 600 pages, c'est un roman de 750. Mince, à quoi ça servait de nous faire ça en fait? Au bout d'un moment, mince, faut y aller, faut faire quelque chose. Et ça, c'était pénible. Le fait est qu'un personnage nous apprend une révélation à la page 50, et à la page un peu plus de 200, le personnage dont il était question dans cette révélation l'apprend et est choqué et machin, tout ça. Le lecteur, il le sait depuis super longtemps en fait. Donc nous, on est là, on est juste à attendre que la personne soit au courant de cette révélation. Et puis on attend, et ah ça y est, elle l'est, oh mon dieu, elle est choquée, bah on s'en doutait. C'est ça qui est dommage, il a manqué de mordant jusqu'à la page à peu près 400. Passé la page 400, boum boum boum, là c'était vraiment super intéressant, il y avait beaucoup d'actions, beaucoup de rebondissements, vous aviez des guerres, vous aviez des complots, vous aviez des révélations comme je viens de vous dire, mais enfin c'était tellement bien passer ces 400 pages, sincèrement. Et là-dessus après j'ai vraiment accroché. Par contre ces petits bémols sont pas si petits en fait, et c'est pour ça que pour moi le tome 2 est une déception. C'est un tome de transition qui a fait trop transition au début de l'histoire. On connaît l'univers, on connaît les personnages, il n'était pas nécessaire selon moi de prendre autant son temps pour faire évoluer l'histoire, ce qui est très dommage. Par contre, le personnage qui apparaît à la fin du récit du tome 1, donc cette révélation autour de ce personnage, qui est du coup omniprésent dans celui-ci, je trouve que c'est un personnage très intéressant.
c'est un personnage très détestable, mais j'ai très envie d'en apprendre plus sur celui-ci. M'excuserez, j'ai essayé de chasser les monstres, là ils ont décidé de venir jouer à côté de moi alors qu'il y a une énorme maison de 80 mètres carrés. Enfin bref, passons. Il faut savoir déjà que le tome 2 est beaucoup plus dense que le tome 1. Il fait le même nombre de pages, mais la typographie du tome 2 est beaucoup plus petite que celle du tome 1, et c'est pour ça qu'en fait j'ai passé je ne sais pas combien d'heures à lire ce bouquin, parce que c'est écrit beaucoup plus petit que le tome 1, et finalement si on fait une équivalence, il y aurait peut-être une bonne centaine de pages en plus dans ce roman-ci par rapport au premier tome finalement. Mais j'aime tellement l'univers, j'aime tellement les personnages. Les phénix pour moi sont des créatures surnaturelles et légendaires qui sont beaucoup trop peu représentées, et je ne lâcherai pas le morceau. C'est une trilogie, je veux savoir ce qu'il en est à la fin, mais pour moi ce sera pas une trilogie parfaite entre guillemets, pas comme j'allais dire un mot, je ne vais pas le dire parce que je vais vous dire que je vais vous en parler de ce bouquin dans le prochain update lecture, je ne vais rien dire, mais il y a des duologies, des trilogies qui sont très impactantes et qu'on aura aimé de A à Z. Pour moi ce sera pas le cas de celle-ci, j'ai une déception sur ce tome 2. Par contre, rien que pour l'univers et les personnages, je vous invite vivement quand même à vous plonger sur la saga Sœur de Sang. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. Vous avez dû voir que j'ai fait quelques petits cuts, d'habitude je parle de manière beaucoup plus logique, sans m'arrêter, mais je sais pas pourquoi, j'ai eu pas mal de bafouillage aujourd'hui pour ne rien vous cacher, c'est pas bien grave, hein, c'est pas bien grave. Je vous montre déjà les livres que vous allez retrouver dans le prochain update lecture. Alors je vous en montre que deux parce que ma lecture en cours est cachée loin de moi. Je vous parlerai notamment du dernier volet et du dernier tome de la saga Iskari, la tisseuse de ciel. Et j'ai également lu le tome 2 de la chronique des Bridgerton. Voilà, ça ce sera dans le prochain update lecture, avec notamment du coup ma lecture en cours qui s'appelle Malédiction. Je vous dirai rien de plus, vous verrez à ce moment-ci. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Alors je ne dis pas ça pour me répéter, et très sincèrement je le fais surtout pour moi-même et pour les personnes qui ont envie de s'y intéresser. Je sais que les update lecture ne sont pas les vidéos qui vous palpitent le plus, c'est pas le genre de vidéo où finalement quand vous la voyez vous avez envie de cliquer et d'écouter ce que j'ai à vous raconter à ce propos, mais moi j'ai un plaisir immense à les tourner, et en fait c'est un espèce de journal de bord de mes lectures aussi, et pour moi ce sera tout aussi important de continuer à les faire. Par contre si vous appréciez ce format, n'hésitez pas, si vous voulez soutenir ce format, que ce soit la chaîne ou moi-même, vous savez la chanson c'est toujours la même, mais que ce soit des pouces en l'air, des commentaires, d'ailleurs vous avez explosé les commentaires dans mes derniers vlogs, j'ai pas les mots là-dessus, juste merci, voilà, c'était waouh, incroyable. Ou partagez sur Instagram, sachez juste que ça aide énormément les personnes que vous appréciez, les personnes qui finalement prennent du temps pour vous parler des choses qui leur tiennent à cœur, de leur passion livresque, et moi je suis heureuse de pouvoir le faire, et après il n'y a que vous qui puissiez finalement faire vivre cette chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu quelques-uns de ces bouquins-ci, si vous voulez rebondir sur certains propos que j'ai tenus, ce sera toujours avec grand plaisir que j'échange avec vous. Alors de manière générale, vous l'avez remarqué, souvent je mets des cœurs à vos commentaires parce que j'ai rien à apporter. Par contre si j'ai quelque chose à dire vis-à-vis de ce que vous m'avez vous-même dit, là je rebondirai comme toujours. On se retrouve du coup dès demain pour le reading vlog de la semaine, et d'ici demain je vous souhaite de belles lectures, reposez-vous bien, c'est le week-end, je vous fais tout plein de gros bisous. À demain les Kimichou.